Dans un cadre exceptionnel, face au village, nous vous présentons à présent le château de Lourmarin, premier château Renaissance en Provence. Le verger d'olivier du château de Lourmarin réunit 250 arbres, plantés en 1930. 4 à 6 kg d'olives sont nécessaires pour obtenir 1 litre d'huile d'olive. L'huile provient de la pulpe. L'huile d'olive est donc un jus de fruits. Avec son ambiance unique et son charme provençal, Lourmarin fait partie de ces villages qui marquent les esprits. Entouré de paysages enchanteurs, le village de Lourmarin attire ses visiteurs par ses ruelles pavées et ses galeries d'art. Mais le château Renaissance, qui surplombe le village, en fait un véritable trésor pour les amoureux d'authenticité et de patrimoine. Le château de Lourmarin est un témoin précieux de l'histoire de la Provence. Sa construction initiale remonte au XVe siècle, lorsque Foulques d'Agoult bâtit le corps principal du château sur les ruines d'une ancienne forteresse du XIIe siècle. Entrons à présent pour en découvrir encore un peu plus sur ce château. Nous commençons notre visite par la cour médiévale. On peut y admirer le bâtiment médiéval petit château défensif construit par la famille d'Agoult. L'originalité de la façade réside dans ses 3 niveaux de galeries qui desservent les salles de cette partie du château. La grande tour hexagonale abrite un escalier à vis défensif qui dessert les différents niveaux du château médiéval. Au sommet de cette tour, vous pouvez voir les créneaux et les gargouilles en forme de chien dit mastif, utilisés pour la chasse au loup dans le Luberon au XVe siècle. À ce niveau se trouvent les anciennes salles de service, cuisine et boulangerie, aujourd'hui transformées en salle d'exposition. La porte d'entrée d'une 3e salle, dite des réserves, est surmontée d'un linteau portant une inscription en lettres gothiques datée de 1513, indiquant aux voyageurs de passage la conduite à tenir, bois étant vain. Avant de quitter cette cour, nous prenons le temps de visiter les salles d'exposition. Au moment de notre venue, c'est une exposition de Manas Batia, construire avec l'IA. La grande passion de Manas Batia est d'explorer le potentiel de l'intelligence artificielle dans l'architecture et le dessin. Il est spécialiste de la conception d'espaces organiques qui jettent un pont entre la création humaine et la nature en utilisant à la fois des connaissances ancestrales et des technologies de pointe. En 1526, Louis de Montauban d'Agoult lance la construction du château neuf, en commençant par la cuisine, toujours dans un style fortifié. Ces travaux sont interrompus en raison des troubles qui agitent la région, notamment l'invasion de la Provence par les troupes de Charles Quint. Après le décès de Louis en 1539, sa veuve Blanche achève l'ouvrage ébauché par son fils François. Sur un plan inchangé, les élévations adoptent un style nouveau, celui que les contemporains qualifiaient d'antique et que nous appelons Renaissance. Il est le premier château Renaissance en Provence. Nous entrons dans la bibliothèque Raoul d'Autry. Cette salle abrite la bibliothèque que possédait Raoul d'Autry, homme d'État, ministre sous De Gaulle, ancien maire de Lourmarin.
Sur la table, un exemplaire de l'encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Édité entre 1751 et 1772, l'encyclopédie devient le symbole de ce siècle des Lumières. Au centre de la bibliothèque est exposée l'épée d'académicien de Raoul d'Autry, offerte au château par la famille des Hordes d'Autry, toujours présente à Lourmarin. L'espace aménagé est aussi dédié à des personnalités importantes pour Lourmarin et le château, en particulier Henri Bosco, écrivain et poète de Luberon, ainsi que Albert Camus, écrivain prix Nobel de littérature en 1957. Mais le personnage, certainement le plus important de l'histoire du château, a pour nom Robert Laurent Vibert. À sa naissance, rien ne pouvait laisser supposer que Robert Laurent connaîtrait une destinée hors du commun et qu'il ferait revivre le château de Lourmarin après l'avoir acquis et restauré. En 1920, le château, partiellement en ruine et inhabité, servait de gîte occasionnel aux gitans de passage, ainsi qu'aux vagabonds et mendiants. Ému par la majesté des ruines, Robert Laurent Vibert achète le château en février 1921. Il prend vite conscience de l'état déplorable de la structure, particulièrement le château vieux. Les toits et les planchers sont effondrés, les murs noircis, les sols jonchés d'immondices. Partout, les portes et les fenêtres sont béantes ou obstruées par le lierre, romantique et sordide. En 4 ans, avec la seule main-d'œuvre locale, ses conseillers et ses amis, et en particulier le peintre Charles Martel et Henri Pacon l'architecte, Laurent Vibert a relevé le défi de faire renaître le château de ses cendres. Entrons à présent dans le château. Nous commençons par visiter la cuisine. À la mort de son père, propriétaire d'une droguerie à Lyon, qui fabriquait la fameuse lotion capillaire Pétrolane, il reprend les rênes de l'entreprise. Celui-ci réussit pleinement et partage alors son temps entre Lyon pour ses activités professionnelles, Paris pour ses relations dans le monde artistique et ses nombreux voyages à l'étranger, dont il ramène de nombreux objets. Les cuivres posés sur le sol de la cheminée ont été rapportés de Palestine, du Liban, de la Syrie par Robert Laurent Vibert. Le grand plat vient du Maroc. Sur les murs de la cheminée, des cuivres provençaux. La salle de concert était l'ancienne salle à manger et pendant les guerres de religion, la salle des gardes. Aujourd'hui, le château y organise des concerts et des conférences. Elle est aussi mise à disposition pour des mariages.
Historien et diplomate, Robert Laurent Vibert participe aux conférences préliminaires de la paix à Spa en Belgique. Puis il devient délégué de la commission économique pour l'élaboration du traité de Versailles. Certains articles du traité de paix sont de sa main. Empruntons à présent ce magnifique escalier Renaissance construit au XVIe siècle avec une colonne à double torsade. La chambre d'honneur du premier étage, dite chambre des dames, est en grande partie décorée par un ensemble de meubles provençaux du XVIIIe siècle. Devant la cheminée, un rat d'acier, banquette typiquement provençale. Le paravent et le lit sont ornés d'une très belle toile de Jouy, dans laquelle a également été confectionnés les rideaux. Au fond à droite de cette chambre, une superbe armoire ornée d'un panier sculpté. Le sol est recouvert de carreaux de faïence que Robert Laurent Vibert a fait fabriquer à Apt, à l'identique des carreaux d'origine retrouvés dans le château. Nous passons dans la salle suivante, la salle estre, soit la salle à être. Elle servait de salle de réception au château. François d'Agoult Montauban ne resta pas inactif. On peut lui attribuer l'aménagement des jardins et la construction des cheminées du Château Neuf, dont le décor s'inspire de modèles publiés en 1561 par Jacques Androuet de Cerceau. À Lourmarin, cependant, aux figures classiques dessinées par du Cerceau ont été substituées des têtes d'Indiens couronnées de plumes. Cette référence à l'art précolombien, rare et précoce, écho de la conquête de l'Amérique, révèle le génie créateur de l'artiste et ses liens avec les cours princières, qui seuls connaissaient alors les découvertes issues du Nouveau Monde. Un riche décor de peintures à fresques aujourd'hui effacées complétait autrefois la composition sobre et puissante des cheminées.
Dans une deuxième chambre d'honneur, dite des hommes, la pièce affiche une reconstitution d'une chambre du XVIIIe siècle. Nous entrons dans la salle de musique, qui, comme son nom l'indique, expose des instruments venant des quatre coins du monde. L'instrument rouge est un clavecin. Selon une croyance répandue, le clavecin serait l'ancêtre du piano, mais ce n'est pas le cas. Les deux instruments sont construits différemment. Le clavecin, plutôt que d'être un instrument à cordes frappées, est un instrument à cordes pincées. Sa sonorité est donc très différente de celle du piano. Sur les murs, les instruments à cordes venant de Chine, du Japon, du Vietnam. Les décors peints du plafond et de la cheminée de la salle de musique sont de style art déco, réalisés en 1932. La peinture murale de la cheminée représente Orpheus charmant les fauves avec sa musique. Nous entrons dans la dernière pièce visitable du château, le salon Laurent Vibert. Cette pièce a pour vocation de présenter des expositions temporaires, constituée à partir des collections du fonds Robert Laurent Vibert. En ce jour, l'exposition est consacrée à Giovanni Battista Piranesi. Piranesi dessinait dans les ruines actuelles de Rome et disait « Je veux que mes gravures en conservent la mémoire ». Il faisait même des fouilles de certaines antiquités avant de les dessiner. Quand on sait qu'au moins un tiers des monuments qu'il a gravés ont disparu, on mesure l'importance de son œuvre. Magnifique château Renaissance est l'un des joyaux du Luberon. Le château de Lourmarin était laissé à l'abandon en 1920, avant la venue de Robert Laurent Vibert. Depuis un certain temps, des familles de gitans y avaient élu domicile. Lorsque Robert Laurent Vibert, riche entrepreneur lyonnais, décida de racheter cette ruine pour en refaire un château, il chassa ses occupants indésirables. Il est dit qu'en partant, ces gitans laissèrent derrière eux une malédiction qui frapperait toute personne qui occuperait le château de Lourmarin. Le 19 avril 1925, il est victime d'un accident de voiture. Il décède quelques jours plus tard des suites de ses blessures. Le château abrite actuellement une fondation culturelle inscrite au registre des monuments historiques depuis 1979. Il est ouvert aux visiteurs et organise des manifestations artistiques tout au long de l'année.